Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session, la dernière de l'année, d'embarquement à la redécouverte de la base Impact Alliance au service du pilotage de vos partenariats. Au menu aujourd'hui, on va avoir 3 temps. Un premier temps pour vous repréciser le contexte et les objectifs vus par chacun des partenaires avec le mode d'emploi. On va passer en revue les actualités marquantes du mois de décembre avant d'écouter notre invité que vous voyez s'afficher à l'écran, Charles-Benoît Hetzig, qui nous parlera plus amplement notamment de territorialisation des transitions et d'évaluation de la valeur écosystémique. Sans plus attendre, je vous invite à justement entendre la vision de Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Pourquoi et dans quelle chronologie et avec quel partenaire s'inscrit cette base Impact Alliance? Charles-Benoît, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui « faut-il faire alliance ?» mais « comment faire alliance ?» En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées, et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et territoire sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance.
Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats, et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée.
Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci bien, Charles Benoît, donc pour cette mise en perspective très éclairante à la fois du chemin de la temporalité et des dynamiques collectives dans lesquelles s'inscrit cette base Impact Alliance. Écoutons à présent SINDUP avec son fondateur Michael Réau nous expliquer pourquoi SINDUP s'est associé à ce dispositif. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SINDUP est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on est une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille. Tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et sachant que SINDUP s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elles soient en transversalité et véritablement une veille de transformation. Bien, c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17, cher au Rameau, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne.
Merci Mickaël pour ce partage. Donc on a bien entendu la dynamique très forte de cette alliance entre SINDUP et le Rameau, entre deux savoir-faire finalement croisés, celui de la veille, la plateforme de veille stratégique numérique, et celui de la connaissance empirique, au service finalement d'un accès à une information, à des informations qualifiées, durables et utiles, pour alimenter et nourrir vos propres réflexions et vos actions menées en coopération au sein de vos organisations et de vos territoires. Effectivement, après avoir entendu tout ça, nous avons l'eau à la bouche pour savoir comment fonctionne, comment vous pouvez utiliser dans les meilleures conditions cette base Impact Alliance. Écoutons Adrien Sasso nous en partager le mode d'emploi. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également la capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci Adrien pour ce tour d'horizon extrêmement utile pour vous guider dans l'accès aux 4 ressources proposées par cette base. Informations pratiques, exemples inspirants pour vous situer par rapport à vos propres pratiques, contact de catalyseurs territoriaux pour vous accompagner et de la veille qui comprend également la veille économique des TPE, des TP et PME. Alors, passons en revue un très rapide aperçu de l'actualité. Tout d'abord, pour les nouveaux exemples, vous pouvez retrouver de nouvelles illustrations
dans le domaine de l'engagement sur le thème Jeunes et territoires 2050 à travers des témoins de l'école de Paris du management, Maison de l'Apprendre et Agence du service civique, et également de nouveaux exemples de modèles socio-économiques avec des études de cas de l'ADASI concernant le colibri et voisins malins. Et une actualité marquante du mois, notamment hier, est celui finalement de la plateforme pilotée d'innovation sociétale. Souvenez-vous, on en avait parlé le mois dernier, c'est une plateforme qui vise à valoriser et développer vos compétences et qui propose en fait une mise en dynamique de novembre à mai avec un lancement chaque mois d'un nouveau module. Cette plateforme a été lancée au Forum national des associations et des fondations avec notamment le soutien de la JEBVA, de l'Agir Carco, de la Caisse des dépôts, de la Fondation Bettencourt-Schuller et du Fonds ODD 17 et s'appuie sur la capitalisation et les travaux du rameau. Et depuis hier après-midi, vous pouvez accéder à ce deuxième module, définir une stratégie durable et inclusive qui vous permet notamment de découvrir la démarche impact et trajectoire et de tester. Il y a un élément en ligne pour voir à quelle trajectoire correspond le mieux finalement là où vous en êtes au sein de votre organisation ou de votre territoire. L'élément d'actualité du mois, c'était également tout le long des jeudis de l'ODD 17 où on en a parlé, vous avez pu découvrir la monographie de Voisins malins. Vous avez pu également entendre l'interview de Frédéric Decherf, la direction de l'action sociale de la Fédération Agirc-Arco. Et on s'apprête à vivre ensemble le troisième temps fort, qui est celui de la découverte de la note savoir qualifier sa performance écosystémique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Bonjour. Alors, vous êtes, le Rameau est dédié aux alliances innovantes multi-acteurs depuis 2006 au service de l'intérêt général sur les territoires. Et cette semaine a été notamment marquée par deux actualités avant notre temps commun, qui est mardi dernier, le 17 décembre, la remise du Trophée de la cohésion remis par l'Institut Sinopia à Lille, au sein de la région des Hauts-de-France, et également hier en début d'après-midi, même la conclusion d'un cycle de webinaires triennal 2022-2024 sur les nouveaux équilibres socio-économiques, piloté avec la JEBVA. Et un petit message à l'attention de nos auditeurs, vous pouvez retrouver les capsules d'une bonne part de ces webinaires, les autres seront enrichis tout au long de l'année 2025 au sein de cette base Impact Alliance. Donc, on est ravis de vous accueillir au sortir de ces événements. Alors, deux questions. La première, qui est la thématique majeure. En 2023, la question de l'engagement des jeunes était au cœur de vos travaux dans le cadre notamment du programme Jeunes et territoires 2050. En 2024, vos travaux ont eu comme enjeu majeur d'éclairer la territorialisation des transitions. Quels en sont les éléments marquants ? Bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, et peut-être qu'on peut poursuivre finalement le cheminement en commun qui était présenté dans la première partie de cette session d'embarquement, qui s'arrêtait en 2022 au moment où effectivement nous avons co-construit avec nos amis de SINDUP cette base Impact. En 2023, en fait, on s'est posé la question, puisque la base Impact elle était financée à travers le fonds ODD 17, finalement ces 3 millions d'euros d'investissement pour la base Impact, pour les expérimentations qui avaient été faites en territoire, au service de qui finalement doivent-ils être prioritaires? Et vous l'avez rappelé, c'était cette question, comment faire avec les jeunes au niveau de leur territoire l'invention de nouveaux modèles. Ça, c'était 2023, et en 2024, on s'est dit, mais finalement, comment on déploie ça? Parce que effectivement, c'est pas parce qu'on a les outils, c'est pas parce qu'on a les plateformes numériques, c'est pas parce qu'on a les relais territoriaux avec les catalyseurs que l'on peut réellement être au plus près du premier kilomètre des besoins. Or, on s'est rendu compte de deux choses qui étaient importantes. D'une part, et c'est ce qu'avait qualifié le cahier de recherche ODD 17, économie et territoire, qui avait été publié fin 2023, c'est que cette question finalement du territoire comme l'intérêt général à portée de main, mais aussi la capacité à réinventer nos modèles socio-économiques, ça c'était une forme d'impensé. Et le deuxième élément qui était extrêmement important, c'est que les territoires dans les approches stratégiques sont souvent les angles morts. C'est-à-dire c'est souvent l'approche simplement
comment je vais décliner mon domaine d'action sur un territoire sans penser que le territoire lui-même a une diversité de solutions qui lui est proposée et que donc il ne s'agit pas simplement de se poser la question du dernier kilomètre des solutions, mais surtout et peut-être encore plus si on veut être prospectif, du premier kilomètre des besoins, puisque toute organisation qui veut pérenniser son action doit se poser la question, est-ce que je suis encore utile aujourd'hui et encore plus, est-ce que je serai utile demain, sinon je ne suis pas pérenne. Et c'est dans cette logique-là que pendant toute l'année 2024, on s'est posé la question au principe finalement de chacun des territoires de quel était le premier kilomètre des besoins. Et par exemple, nous avons pour la première fois en 2024 exploré les territoires ultramarins et notamment le territoire de la Réunion. Nous ne pensions pas malheureusement être aussi prédictifs dans le drame qui se passe juste à côté de la Réunion à Mayotte aujourd'hui, mais on voit bien que cette connaissance, cette appropriation de la diversité de nos territoires en France est une urgence absolue parce que bien évidemment la même réalité des transitions que nous vivons ne peut pas être la même au cœur d'une métropole, dans un territoire rural comme à Limoux, dans une ville intermédiaire comme à Montargis ou dans nos territoires ultramarins comme aujourd'hui à Mayotte. Et donc cette approche par le territoire, par la transversalité des territoires, est un élément essentiel que l'on retrouve et qui est peut-être le cœur de l'approche de définir sa stratégie à travers cette démarche impact et trajectoire qui nous invite à avoir une vision transversale, donc de réintégrer la dimension territoriale dans nos réflexions stratégiques. Merci pour cet éclairage et merci Amélie d'avoir intégré le lien du module qui vous permet d'accéder non seulement au cahier de recherche économie et territoire, mais aux 3 autres cahiers de recherche publiés avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Ma deuxième question porte sur la note décrypter la valeur écosystémique. Elle vient d'être publiée hier. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors, un peu comme l'année dernière, le cahier de recherche ODD 17, économie et territoire avait introduit finalement ce cycle 2024 et je rappelle qu'il a été aussi conclu d'un point de vue de recherche par le cahier de recherche ODD 17 quelle trajectoire territoriale qui a été publié avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts pour montrer aussi quelle était la place des acteurs de recherche dans cette territorialisation des transitions. Un peu dans la même logique, nous avons publié hier la note qui va être au cœur de nos débats tout au long de 2025. Et cette note, elle nous pose cette équation suivante. Si nous partons bien de cette logique que chaque organisation, publique ou privée, doit aujourd'hui se projeter à la fois dans les impacts qu'elle souhaite avoir et dans les trajectoires. Et vous découvrirez dans cette méthode définir sa stratégie durable et inclusive, finalement, l'analyse systémique que l'on peut faire des enjeux auxquels nous sommes confrontés jusqu'à la valorisation de chacun de nos actifs en passant par quelle est finalement la description de la proposition de valeur que l'on peut avoir, quelle est la description de la chaîne de valeur que chaque organisation a, et puis au cœur du sujet, quel est son modèle socio-économique, quelle est la pérennisation de son modèle socio-économique. Et nous avons tiré ce fil sur la question de le modèle socio-économique. Pourquoi ? Parce que on voit bien que c'est le cœur de la transformation. C'est-à-dire que finalement, pour arriver à la cible qui est la nôtre, et si on prend comme objectif l'agenda 2030, la question des moyens dont va être disposé, à la fois en termes de richesse humaine, pour conduire les transitions. C'est facile de dire il y a qu'à Faucon, il faut changer, mais concrètement, comment les richesses humaines se saisissent des transformations de modèles qui sont devant nous. Si elles ne sont pas les moteurs de cette transformation, bien quelque part, on ne peut pas aujourd'hui savoir, c'est pas les outils de gestion qui vont nous dire comment faire. C'est bien dans l'action des femmes et des hommes qui, à travers le développement de leurs richesses humaines, vont pouvoir inventer les modèles de demain. Et ça, ce premier levier, il est majeur, il est déterminant, d'où l'émergence de parcours, de valorisation des pratiques et pas simplement de développement des compétences. On développe des compétences quand on sait.
Mais quand on ne sait pas encore, il faut valoriser les pratiques émergentes et cette question de comment on valorise les diversités des pratiques qui sont en train de se faire, c'est un élément déterminant, a été développé 3 parcours expérientiels, l'un sur l'innovation territoriale, l'autre sur les modèles socio-économiques et le troisième sur les coopérations, parce que sur ces 3 sujets-là, on ne sait pas encore concrètement comment atterrir, comment les nouveaux modèles vont s'inventer demain. On les invente au quotidien et c'est bien les femmes et les hommes sur le terrain qui les inventent au quotidien. Le deuxième levier, c'est bien évidemment celui du financement et quelque part, comment est-ce que nos ressources financières, dont on voit bien que nous avons à la fois une raréfaction de ces ressources et à la fois un accroissement des besoins et des fragilités. Donc il va falloir arbitrer autrement, et pour arbitrer autrement, le troisième levier, quelles sont ces alliances stratégiques qui peuvent se faire au niveau d'un écosystème, au niveau d'un projet de territoire, c'est-à-dire au niveau d'un commun. Parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, toute stratégie qui consiste simplement à maximiser sa propre performance le plus vite possible est un élément destructeur de valeur pour le commun. Et donc, quelque part, si on veut réinventer nos modèles, eh bien, il faut comprendre comment chacun d'entre nous s'inscrit dans son écosystème. Et c'est là où nous avons constaté, alors pas d'aujourd'hui, dès 2018, c'était le début d'un échange absolument passionnant avec la Banque de France pour constituer que nous avions un problème en France, et cette culture de la dimension économique que nous confondons avec la financiarisation de l'économie, un peu comme si nous confondions la justice et la norme. Eh bien, quelque part, cette question-là nous amène à nous dire, mais finalement, la diversité des modèles socio-économiques ne sont pas connus. Qui connaît aujourd'hui le modèle socio-économique d'une collectivité territoriale? Qui connaît aujourd'hui le modèle socio-économique de l'État? Qui connaît aujourd'hui le modèle socio-économique des services financiers, qui n'a rien à voir avec celui des entreprises, qui n'a rien à voir aussi avec celui des personnes, qui n'a rien à voir avec les acteurs de l'engagement associatif, mais qui n'a non plus rien à voir avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, si on ne comprend pas ces 7 modèles et leur articulation, il est absolument impossible d'être dans une pérennisation de nos solutions. N'oublions pas qu'au terme étymologique du terme, au sens propre, l'économie, c'est l'équilibre de la maison. Comment avoir un équilibre dans notre maison, au niveau finalement d'un territoire, de notre nation, au niveau planétaire, si nous ne connaissons pas les acteurs et les modèles des acteurs qui s'interconnectent pour pouvoir sécuriser l'intérêt général. Et ça, c'est un élément totalement déterminant. Et dans la note, nous donnons 4 éclairages qui nous semblent extrêmement importants, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas comment fonctionne l'action publique. Par exemple, nous oublions que si l'acteur de la collecte, c'est l'État, principalement, quasiment pour son exclusivité, notamment depuis la suppression des impôts locaux qui se sont progressivement remontés au niveau national, en revanche, c'est l'acteur d'action. 26% de l'endettement public correspond des collectivités territoriales, mais 76% de l'investissement est par les collectivités. Donc on voit bien que l'acteur d'action, si l'acteur de gestion c'est l'État, l'acteur d'action ce sont les collectivités territoriales. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas comment fonctionne notre modèle français, et notamment que cette action locale, elle est entre 2 éléments. C'est décentralisation et déconcentration, c'est-à-dire effectivement dépendante du modèle de gestion de l'État qui va au plus près des territoires, mais aussi indépendante dans sa capacité d'arbitrer les logiques, et ça c'est bien la décentralisation. Et cette dualité-là, personne ne la voit. Alors, on peut parler aussi, deuxième levier, de celui du paritarisme de gestion, l'inconnu finalement dans nos modèles, alors que depuis 1945, c'est celui qui permet l'État-providence. L'État-providence n'a pas été porté par l'État, l'État-providence a été porté par le paritarisme de gestion. Qui le sait? Comment est-ce qu'on valorise le fait que l'équilibre entre les partenaires sociaux, lorsque les choix doivent être faits, est un élément de modèle de gouvernance extrêmement intéressant? Complètement oublié, complètement sous les radars, on n'en parle jamais. Or, il y a une décennie, les grandes décisions qui ont été prises ont été parce que les partenaires sociaux avaient défini ensemble, co-défini ensemble les indicateurs économiques de la France. C'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les partenaires sociaux qui disent au-delà du dialogue social,
Quel est le dialogue économique que nous devons ouvrir? De la même façon, dans les années 2010, ils avaient réfléchi sur les 7 moteurs de développement de notre pays. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du niveau de la gestion de pouvoir le faire, c'est bien au niveau des acteurs d'action. Et les paritaires, que ce soit à travers les syndicats ou le patronat, sont bien évidemment à la manœuvre. Ils savent ce qui se passe sur les territoires. Donc ce paritarisme de gestion est notre moteur pour pouvoir transformer les sujets. On peut aussi évoquer, bien évidemment, la façon sectorielle de le faire. Comment aujourd'hui nos responsabilités sociétales sectorielles sont des moteurs de transformation? Comment, par exemple, la Fédération des entreprises de propreté va pouvoir entraîner non pas 1, 2, 3, mais les 13 000 entreprises de propreté pour inventer ensemble les modèles qui vont être des modèles durables et pérennes, surtout dans une économie, celle de l'entreprise de propreté, où les marges économiques et financières sont très très faibles. Donc, quelque part, si on n'invente pas ensemble la façon de se transformer, on ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, très intéressant de voir que pour pérenniser cela, la place des territoires, de l'engagement territorial, a une place déterminante dans l'économie de nos entreprises de propreté. Donc, vous voyez bien que cette logique sectorielle, si on ne l'appréhende pas, on va faire une forme de standardisation qui n'a aucun sens. Et puis, le quatrième angle de vue que nous mettons en valeur dans cette note, c'est bien évidemment l'économie sociale et solidaire. Mais en n'oublions pas qu'il y a deux réalités radicalement différentes derrière cette économie sociale et solidaire. Les questions d'opérateurs d'utilité sociale d'une part et les acteurs d'intérêt général d'autre part, qui ont chacun des fonctions déterminantes dans l'élaboration des nouveaux modèles de demain, mais qui sont radicalement différents. Donc nous avons voulu, à travers cette note, rappeler que l'équilibre de la maison ne pourra être durable que si nous nous associons tous dans une réflexion en commun, et c'est bien l'objectif de 2025. Merci Charles-Benoît pour ces propos extrêmement éclairants. Je retiens notamment ce que vous nous avez partagé sur l'importance à regarder et à considérer la diversité des modèles socio-économiques des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont en fait au cœur de la transformation pour nous permettre de réussir les transitions incarnées dans un horizon qui est celui de 2030, notamment par les objectifs de développement durable. Je ne sais pas si nous avons des questions du public. Peut-être que vous avez sans doute été une pédagogie remarquable. Si je ne vois pas de questions apparaître ni sur vos propos, ni sur la base Impact Alliance, j'en déduis que nous pouvons passer à l'information conclusive, et en l'occurrence, on vous invite à réserver une date, le jeudi 16 janvier à 13h, un nouveau cycle à découvrir autour des modèles socio-économiques, avec notamment les 3 piliers, les 3 leviers évoqués par Charles Benoît sur les richesses humaines, les financements et les alliances stratégiques. Un grand merci à chacun et à chacune pour votre intérêt et à notre invité, Charles Benoît Hetzig, pour son intervention de qualité. Nous vous souhaitons une belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Belle fête à tous. Au revoir.